sans masque, sans texte non plus. Alors je vais essayer d'être une actrice, néanmoins, qui va jusqu'au bout du rôle qui lui a été imparti. Alors, Julia vous l'a dit, l'ouvrage se répartit en 5 chapitres et il m'a été confié le soin de parler des 3 premiers chapitres qui portent sur le masque dans l'Antiquité. Ce masque dans l'Antiquité, il est vu à la fois par des spécialistes mais d'horizons extrêmement différents. Et ce qui est le plus important, je pense, à souligner d'emblée, avant de revenir sur le thème propre à ces différents chapitres, c'est qu'il a permis un décloisonnement, et je vais le dire, inédit, des disciplines, puisqu'il fait intervenir aussi bien des philologues, qu'ils soient des spécialistes du monde latin, du monde grec, qu'ils soient des philosophes, qu'ils soient des archéologues, qu'ils soient des fabricants de masques, des facteurs de masques qui connaissent parfaitement les sources antiques dans leur grande diversité que j'ai évoquée très, très brièvement tout à l'heure. Pour vous dire les choses, c'est la première fois qu'en ma qualité d'historienne, puisque je n'appartiens à aucune des catégories qui ont été mentionnées précédemment, mais je me suis intéressée depuis plus de 20 ans au théâtre antique sur la longue durée, en gros du VIe siècle avant Jésus-Christ au VIe siècle de notre ère. Je n'ai jamais été invitée à participer à un programme qui réunisse aussi et qui soit lancé par des enseignants-chercheurs émanant des départements d'art du spectacle et de théâtre plus précisément. Donc c'était un grand bonheur, c'est une grande joie et je crois que dans ces chapitres, quelle que soit la manière dont ils ont été constitués, je le dis aussi d'emblée, vous allez voir des contributions qui pourraient fort bien être déplacées d'un chapitre dans un autre. Ça n'a aucune importance, il y a des renvois internes et ce qui nous a paru, mais vraiment essentiel, ce sont ces voies multiples, ces regards différents qui vont nous permettre d'approcher au plus près, au plus juste, on l'espère, ce qu'était le masque scénique dans l'Antiquité. Donc, d'approcher au plus juste un masque pour lequel je ne rappellerai pas ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du fait qu'il n'existe aujourd'hui aucun masque scénique venant de l'Antiquité. Les matériaux dans lesquels il était fait font que malheureusement, les masques scéniques n'ont pas pu parvenir jusqu'à nous. Donc, il y a là un biais puisqu'on ne travaille que sur des objets qui ont été façonnés pour évoquer le masque, mais dont on ne sait jamais quel est l'écart précis entre ce qui était le masque scénique et les objets sur différents supports, faits dans différentes manières que nous voyons aujourd'hui. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, ce sont les mots pour dire le masque. Les mots pour dire le masque, lorsque le masque apparaît d'abord dans le théâtre grec, et plus précisément, non pas le théâtre grec, on a parlé du théâtre grec pendant des siècles, mais en fait, quand on a la possibilité de parler du théâtre dans le monde grec, c'est le théâtre athénien. C'est le théâtre athénien du Ve siècle, c'est le seul qui nous est permis de connaître aujourd'hui un certain nombre de pièces que l'on peut lire in extenso. Et le masque n'apparaît que, en gros, vraisemblablement 3 siècles plus tard, dans le monde romain. Donc, ce masque, le mot qui le désigne en grec est celui de prosopone. Il est le même mot qui sert à désigner le visage. Le masque n'est donc pas quelque chose qui dissimule. En grec, on a un lexique absolument différent pour pouvoir traiter le problème de la dissimulation. Le masque, c'est le visage, c'est la face que vous présentez au regard d'autrui. Donc le masque est un révélateur
et il n'est pas quelque chose qui sert la dissimulation. En latin, le mot persona dira la même chose. Le masque évoquant d'abord le visage, le rôle, le personnage, et ensuite, par toute une série d'évolutions sémantiques, il en viendra à désigner la personne, et il y aura à ce moment-là diverses confusions, et le fait même qu'on va trouver représentés des personnages qui sont des contemporains au XVIIe siècle, et on se dirait, mais où est passé le masque? Eh bien, c'est parce que le mot a été complètement vidé de son sens à un moment où on ne sait même plus comment on représentait les choses dans l'Antiquité. Donc ça, ce sont 2 points qui me paraissent importants à souligner. Ces 3 chapitres, quelles sont les questions qu'ils traitent? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, je ne vais pas les résumer. Ben non, il faut que vous achetiez le livre. Bon. Et donc, on ne déflore pas l'intérêt de ce que vous pouvez trouver. En revanche, je peux essayer de vous mettre l'eau à la bouche en vous disant un petit peu de quoi parle-t-il. Alors, le premier chapitre, c'est normal, il porte sur la genèse. Quelle est l'origine du masque? Et cette origine, je vous le dis tout de suite, comme ça, au moins, le scoop, c'est terminé. Il est quasiment impossible aujourd'hui de déterminer l'origine. D'arriver à trouver des documents, parce que c'est bien une histoire de source qui nous permet de réfléchir et éventuellement de proposer une réponse finale à la question d'où vient le masque, où le masque vient du rituel, du monde religieux, et il est rattaché à la religion grecque parce qu'on a retrouvé dans des sanctuaires des masques bien avant le moment où on va avoir nos textes du théâtre athénien. En gros, on a déjà des masques qu'on a retrouvés dans des sanctuaires, dans des cultes dionysiaques ou autres, qui datent du 8e jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Sont-ils les ancêtres du masque? On l'a souvent pensé, d'autant plus que, vous le savez sans doute, les représentations qui ont lieu dans le monde grec, c'est différent à Rome, le sont dans un contexte de compétition en l'honneur d'une divinité qui est le dieu Dionysos. Il n'y a pas de théâtre sans compétition et il n'y a pas de théâtre officiel, en tout cas à Athènes, en dehors du culte de Dionysos. Les choses évolueront au fur et à mesure que les siècles passeront. Donc, cette question de l'origine, où on rattache le masque à la religion, à un culte, où on en fait un objet qui émane des nécessités du jeu dramatique. Voilà. Il y a peut-être, et c'est la seule chose que je vous dirais, il y a peut-être d'autres possibilités. De toute façon, on ne pourra, en l'état actuel de la documentation, on ne pourra pas trancher la question. Voilà. Alors, est-ce que, quand on a affaire à un tel sujet, est-ce qu'on va débattre encore pendant des siècles, ou on va se dire, mais que trouve-t-on dans les masques? Quelle est la force qu'on y voit? Et vous avez un article notamment qui essaie de vous montrer que derrière le masque, il y a peut-être une figure d'un personnage de la mythologie qui fait partie de l'entourage du dieu Dionysos, qui est la figure du satyre, qui est la figure mi-homme, mi-bête, mais en tout cas d'un personnage qui évoque la vitalité, la force dionysiaque par excellence. Très souvent, on vous représente ce satyre comment? Eh bien, avec un sexe en érection, plus vital que ça, c'est difficile à trouver. Bon, il est aussi un être hybride qui permet toutes les transformations, qui permet le décalage avec la réalité quotidienne. Donc, il est un vecteur pour accéder à l'altérité, et c'est peut-être ça l'essentiel finalement à retenir, plutôt que de se casser encore la tête et d'écrire des pages et des pages pour finir par dire qu'on n'en sait rien. Bon, donc,
ce qui est fait aussi dans ce premier chapitre, et ensuite je vais aller assez vite, c'est d'essayer de prendre toutes les genres dramatiques du monde grec, puis qui existent à Rome, puis qui existent dans le monde gréco-romain, donc tragédie grecque, comédie grecque, drame satirique grec, comédie latine, tragédie latine, et puis le grand genre qui, à l'époque gréco-romaine, remplace tout et fait venir des foules entières et pour lesquelles on se bat, il y a des factions qui vont se constituer, c'est ce qu'on appelle la pantomime, qui est cette fois-ci un jeu masqué, mais le masque a les lèvres closes, complètement closes, c'est ce qui permet de le reconnaître, parce que l'acteur ne parle pas, il danse. Et c'est sa danse qui va produire sur le masque l'histoire qu'il est en train de raconter. Donc c'est vraiment le corps dansant de l'acteur qui va permettre au masque de vivre. Le deuxième chapitre va être celui de la typologie. Alors comme on en a parlé tout à l'heure, j'irai plus vite, je dirais simplement qu'un masque ne désigne pas un personnage. Un masque désigne les potentialités d'un type et c'est ce qui va permettre d'avoir les reconstitutions qui ont été faites, dont tu parleras, j'imagine, parce que c'est l'objet du chapitre 5, je t'y oblige. Bon, bref, mais en tout cas, hein, on a là des dialogues extrêmement intéressants entre toutes les sources qui nous permettent de classer ces masques et leur exploitation sur la scène contemporaine. Le troisième chapitre, lui, c'est celui du voyage. On vous emmène à la fois dans l'espace et dans le temps. On quitte Athènes, ça fait du bien. Et on se rend compte que, contrairement à ce qu'on a répété pendant des siècles et jusqu'à une date fort avancée, quand j'ai une date fort avancée, c'est les années 1990. Bon, on répétait que sorti d'Athènes, le théâtre était décadent. Donc il n'y avait plus rien. Chose un peu curieuse parce que c'est à ce moment-là que toute la Méditerranée se couvre de théâtre et qu'on en a depuis les rives de l'Égée jusqu'en Afghanistan, du nord au sud, hein, depuis les Balkans jusqu'au golfe Persique. Donc c'est un peu problématique. Mais il n'y avait plus de texte, donc sans texte, il n'y avait plus rien. C'était décadent. En tout cas, ce voyage va nous permettre de voir qu'il y a des masques partout, et des masques qui, et c'est là aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, ne riment pas systématiquement avec représentation scénique. C'est pas parce que vous allez trouver des masques à Babylone, que vous allez trouver des masques à Suse, que vous allez trouver des statuettes de personnages masqués à la frontière de l'Afghanistan actuel, que vous aurez forcément un jeu masqué. Vous aurez des personnes qui auront eu envie de se procurer un masque pour tout le bonheur, tout le plaisir qu'ils aient. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas forcément de jeu masqué. C'est un ensemble, là encore, de facteurs. Le fait qu'on ait retrouvé des théâtres, le fait qu'on ait retrouvé des inscriptions permettant de dire que des troupes d'acteurs sont passés par là, de connaître leur répertoire, de voir comment ils étaient organisés, qui font là encore un faisceau de convergence pour dire « Ah ben oui, on a cet objet qui procure du plaisir, mais il a aussi des liens avec la scène et les représentations. » Ça, c'est pour, en gros, le voyage dans l'espace. Mais vous avez aussi un voyage dans le temps, puisqu'on va aller jusqu'à la frontière entre la fin du Moyen-Âge et l'entrée dans l'ère moderne, au moment où on a l'impression que le masque a perdu de son sens, où on ne le comprend pas, et on va voir que le masque est mort. Mais non, vive le masque, puisque désigné par d'autres termes, utilisé dans des cultures qui ne sont pas des cultures chrétiennes, et qui ne sont pas non plus des ressuscités du paganisme, eh bien, on va avoir quelque chose de neuf. Et on va voir à ce moment-là l'Église qui s'était opposée au masque parce que c'était le symbole païen, hein,
par excellence, symbole de la dissimulation, c'était Satan, voilà, pour aller vite. Eh bien, on va voir le masque, petit à petit, être réintégré et revivre de ses cendres. Donc, si je veux conclure, j'arrête, hein, voilà, je dirais encore une petite chose. C'est que pendant très longtemps, on a pensé l'histoire et on a pensé différents thèmes à l'intérieur de l'histoire sur le mode qui était celui de la naissance, celui d'un apogée, puis celui d'une décadence. Alors, c'est ainsi que, dès l'Antiquité, les historiens du second siècle avant Jésus-Christ décrivaient les phénomènes. Et ce qui est vrai, bon, de manière générale, l'a été aussi en ce qui concerne le théâtre. Et on a considéré le théâtre et le masque. Théâtre qui naît à Athènes, apogée à Athènes, 5e siècle, bon, milieu peut-être quelquefois du 4e, et décadence. Mais c'est un schéma qui est absolument contre-productif. C'est un schéma, et même chose du masque, c'est un schéma qu'on ne peut pas retenir pour une raison simple. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple. Si on s'intéresse au masque tragique du 5e siècle avant Jésus-Christ, apogée du théâtre grec, masque qui servait des auteurs tels que la trilogie que vous connaissez, Échille, Sophocle et Euripide. Bon. On a un masque qui est essentiellement un masque neutre, hein, celui appelé ensuite par Lecoq le masque neutre. Tout simplement parce qu'il va laisser la possibilité aux mots du poète de faire vivre cette surface ouverte à toutes les expressions possibles, de la douleur, de la joie, Bon. Alors il y aurait une décadence, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans les spectacles de pantomime? Je vous ai dit qu'il y avait un masque avec des lèvres closes. Eh bien, on retrouve le même masque neutre, avec quelques différences qui sont dues à l'évolution du temps, un front plus large, etc. Mais la même neutralité. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y a? Ce ne sont plus les mots du poète, puisque le spectacle est dansé sur fond d'accompagnement musical, mais c'est la danse, c'est la gestuelle, c'est le corps de l'acteur qui va incarner les mots et qui vont projeter, si vous voulez, sur le masque, eh bien, toutes les possibles, toutes les expressions possibles. Donc non, le masque ne peut pas mourir. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Ben, je pense merci à toute l'équipe des auteurs qui sont nombreux, qui ont contribué à cette recherche. Je pense peut-être une trentaine. Trentaine de spécialistes, enfin, comme vous l'avez déjà rappelé, d'horizons les plus divers au niveau des disciplines scientifiques, mais également au niveau artistique. Donc, je devrais parler également des comédiens qui se sont livrés, parce que le masque, évidemment, a cet effet sur le public si important, mais c'est aussi, en tout cas, ça a été la démarche qui était la nôtre, il implique aussi une action sur celui qui le porte. C'est un objet très particulier dans lequel il y a une double action. Mais bon, j'ai abandonné moi aussi mon masque texte qui était bien préparé pour les chapitres 4 et 5. Mais c'est toujours intéressant ces genres de discussions comme ça. Vous voyez, c'est au cours de ces multiples discussions qu'au fond on a des idées. Il m'est venu une idée, enfin une idée en tout cas, quelque chose quand tu as parlé du satire. J'ai l'impression qu'il y a une double force toujours avec le masque, y compris chez l'acteur. Il y a une force qui va avec, c'est-à-dire la pulsion, le transport. Et je vois cette force-là dans le satire, dans le Dionysos dansant, qui bondit, celui qui... Mais oui, mais on pourrait se dire aussi qu'on trouve ça dans le rituel des fois. Mais dans le rituel, la personne qui se lance sous un masque dans le rituel n'a qu'un masque.
Parce que dans le théâtre grec, il y a cette chose aussi qui vient, je dirais, en complément, en imbrication, le satyre et l'aède. Alors c'est une idée comme ça qui me vient comme ça de dire, le satyre, oui, celui qui fait qu'on y va, mais l'aède, il faut tenir l'histoire, il faut tenir les règles du mythe, il faut trouver la manière de maîtriser les choses. Et l'acteur masqué, peut-être plus même, enfin, le masque est souvent une façon de parler du théâtre en général, hein, parce que l'acteur doit toujours aller dans les deux sens, celui de l'élément dionysiaque et également l'élément de l'ordre, l'élément qui vient maîtriser les choses. Concrètement, ça veut dire que dans le théâtre grec, l'acteur sort de scène, mais doit délicatement enlever son masque pour immédiatement remettre notre masque, pas pour des raisons économiques. Il y avait 15 choristes, souvent, donc on pouvait tout à fait imaginer un acteur par masque, par personnage, pas du tout. Vous savez bien, un acteur de l'aède, enfin, si on dit l'aède, 2 acteurs, hein, et puis 3 acteurs, mais c'est tout. Pour quelle raison ? Ça nous pose une vraie question de fond. Parce que l'acteur qui doit continuer à être dans l'aède, dans le récit, eh bien, doit avoir cette maîtrise de passer d'un masque à l'autre, de changer, de vivre réellement ce qu'est la métamorphose de Dionysos, c'est-à-dire la métamorphose, le fait de passer d'un personnage, comme tu disais, d'un sexe à un autre. C'est le même acteur qui joue la nourrice et qui joue Créon. Ça, c'est quand même fascinant au niveau de la réalité scénique. Enfin, voilà, donc du coup, vous voyez, c'est ce genre de discussion extrêmement passionnante et toujours appuyée, c'est pour ça que c'était un grand bonheur, cette recherche, appuyée sur les sources, diverses sources, y compris les sources iconographiques. Et on a vraiment beaucoup travaillé, eu le plaisir de se référer à tel document, de quel siècle, le plus grande précision. Ce qui me manquait souvent, en tout cas dans les arts du spectacle, on était dans de nombreux ouvrages à mettre masque grec, c'est tout. On ne savait pas du tout de quel siècle on parlait, de quelle était sa réalité. Et donc, ça a été l'objet même de ce projet de recherche. Pour en venir sur le chapitre 4 et 5, puisque je dois parler de la typologie aussi. Alors, le chapitre 4, transfert et répercussions du XXe siècle. Oui, on s'est dit, on ne peut pas quitter notre temps. Notre réflexion, elle est toujours contextualisée. Donc, en historicisant la recherche, on se dit, mais où on est et quelle est la réalité du monde du théâtre d'aujourd'hui. Alors, on est parti, au fond, sur le 19e, évidemment, qui est le moment où le théâtre grec en Europe a un retour important, mais on n'a pas non plus oublié la cible qui est le masque. Car sur le théâtre grec et sur les spectacles, disons, dans l'histoire du théâtre, sur la manière dont les tragédies, surtout, sont revenues pour revitaliser la scène en Europe, il y a déjà pas mal de publications. Mais quand on s'intéresse vraiment au masque, c'est beaucoup plus serré. Il y a certes Gordon Craig, qu'on a suivi, la piste de Appia. Bon, c'est simplement du concept. Au niveau, chez Meyerhold, chez tous ces penseurs-là, le masque grec a été très important. Sans doute Copo a été un des premiers à se référer au masque grec, même si il a trouvé par un autre biais le masque neutre. Mais tu en as parlé, il y a des liens. Le masque grec n'est pas simplement un masque d'une typologie de caractère. Donc, le chapitre 4, donc je ne vais pas pouvoir parler de chacun des articles, il cherche à essayer de retracer les moments les plus importants dans lesquels le masque a eu une vie, quand bien même celle-ci est
problématiques. Soit une présence télévisuelle avec un article sur les Perses dans la version de Pratt avec les masques de Cyril Dive. Thierry François est dans la salle donc, qui a écrit cet article. C'est très important parce que ça a été vraiment une... Voilà, c'est un document, enfin un spectacle, mais conçu pour la télévision. Au niveau scénique, c'est le groupe antique de la Sorbonne qui, je me trompe pas, 36 ou 31 36, hein. Donc qui, les premiers ont redonné vie au masque en scène. Alors donc il y a retracé de façon... européenne, avec également un article sur l'Italie que tu écris, à la fois 2 articles sur Amleto Sartori, le grand sculpteur de masques qui a travaillé avec Jean-Louis Barrault sur les 2 versions de l'Oresti de 55 et 61, c'est ça. Et tu écris aussi un très bel article sur un metteur en scène italien, mais là sur le masque comique, le masque latine, de Poli, Giovanni Poli. Donc, je dirais, il y a également évidemment l'importance de Benno Besson avec les masques Werner Straub, les masques cagoule, la recherche d'Ariane Mouchkine du Théâtre du Soleil, quand bien même le masque là devient un masque maquillage. Mais donc tous ces, enfin voilà, on a tenté de rendre compte des spectacles marquants et d'une théâtralité portée par justement cet objet si particulier. Alors, pour le dernier chapitre, les ateliers d'expérimentation, en fait, il n'y a pas eu qu'un atelier sur la typologie, je vais terminer par celui-ci, il y a eu 4 ateliers. Le premier mené par notre ami Philippe Brunet, avec la troupe d'Hémodocos, sur, au fond, le rythme de la langue en lien avec le corps. Un atelier qui a été mené donc ici même, avec des étudiants de Paris 8. Un autre atelier nous a, en lien avec le Théâtre du Soleil, et Arta et le Théâtre du Soleil, qui étaient partenaires aussi de notre recherche, un atelier sur Aristophane, qui a eu lieu aussi avec des étudiants et des acteurs professionnels, ces ateliers qui se sont joints à nous. Et alors, par contre, sur la typologie, c'est vrai, qui est un temps fort du 5e chapitre, car, au fond, j'avais à cœur, alors là, c'était vraiment très personnel en tant que collectionneur de masques, de me dire, mais on a accès maintenant aux familles de masques de la Commedia dell'arte, cette tradition européenne si importante. On s'intéresse, quand on aime les masques, à l'Asie et à la typologie des masques de Bali ou du Japon. Et je me disais, mais qu'en est-il de la Grèce ? 7 siècles pendant lesquels les acteurs n'ont joué que masqués. Comment ça se passait ? Il devait certainement y avoir aussi une typologie. Et alors, avec un des ateliers a porté sur le fait d'essayer de retrouver une famille de masques permettant de jouer, par exemple, tout Plaute. Et quand je dis tout Plaute, c'est-à-dire derrière Plaute, et donc la Commedia Palliata, il y a aussi la comédie nouvelle grecque, la comédie grecque nouvelle, dans lesquelles les liens sont très proches. Et donc, on a cherché non pas tous les masques, mais les 12 qui permettaient de jouer ces pièces-là. Et donc, on les a trouvés dans des références archéologiques, et avec l'aide du sculpteur de masques Ferdinand de Falossi, on les a reconstitués. Entre reconstitution et recréation, c'est des débats importants, mais bon. Ils ont eu lieu parmi nous avec les facteurs de masques qui étaient présents dans tous nos colloques. Reconstitution, recréation, mais en fait, au fond, ils étaient présents, ces masques-là. Vous en voyez un, il y en avait une dizaine, avec des acteurs qui les ont expérimentés, en répétant donc, à la fois au Théâtre du Soleil et ici, et donc on a eu ce plaisir de les faire revivre. Et donc, voilà, ce 5e chapitre
présente, alors c'est vrai que bon, on en est assez content, je crois 6 doubles pages de ces masques dans une typologie qui est évidemment celle de notre recherche. Il ne s'agit pas de l'imposer, mais elle a cet avantage-là d'exister. Et aujourd'hui, on peut au moins se référer sur ces masques. Ils sont présents, ils sont faits pour être portés, pour être joués, pour retrouver la scène. Et c'était un grand temps fort de notre projet. Et ensuite, il y a eu des ouvertures, 2 ouvertures, en tout cas une, allez, pour terminer, une belle aventure sur les masques augmentés, sur comment essayer d'être en lien avec le numérique. Et je dois dire que là, c'est plutôt Julia qui pourrait en parler, mais pour terminer, je dirais qu'on s'est retrouvé une semaine à Athènes en train de faire vivre ces masques-là en lien avec le numérique et des possibilités de ce qu'on appelle enfin, voilà, le masque augmenté, le masque virtuel augmenté. Donc je dirais tout ça et on termine par cette ouverture-là pour dire qu'au fond, dans la recherche, il y a toujours ce plaisir de l'invention et de l'essai, de l'expérimentation. Voilà, c'était, je dois dire, extrêmement passionnant. Je dois vraiment vous remercier la MSH qui nous a accueillis durant toutes ces années. Remercier, soutenu, accompagné. Vous remercier d'être là aussi. Les auteurs, certains sont parmi vous, vraiment ont été voilà, toujours très actifs. Hein. Et pour terminer, peut-être un petit clin d'œil, en images et en musique, une façon de retracer ces temps de notre projet commun. Merci.